Bonjour à tous. Voilà, c'est mon troisième jour dans la nature, en mode survie douce. Et je dis survie douce parce que c'est une expression que j'emploie à un livre qui m'est précieux et qui parle de la survie dans la nature. D'ailleurs, j'ai oublié de le prendre sur moi, mais je vous le présenterai à la prochaine vidéo. Euh, un livre du coup sur les techniques de survie dans la nature, mais sans se pousser, sans aller au bout de ses limites, en mode vraiment calme, paisible, tranquille, en harmonie avec la nature. Donc c'est effectivement ce que j'avais envie de faire, moi pas un stage extrême où on repousse le plus possible ses limites, mais quelque chose de paisible, de tranquille. Et la preuve, là je sors d'une petite heure de baignade dans une eau à 50 degrés, et je peux vous dire que c'est assez paisible. D'ailleurs je suis encore bien posé après ce petit bain matinal. Voilà, voilà. Comment se passe mon périple jusqu'à présent? Eh bien, ça se passe plutôt bien. Comme je disais, le premier jour, j'ai trouvé pas mal de plantes assez rapidement. J'avais oublié de vous présenter d'ailleurs les orties le premier jour, mais je crois que c'est pas la peine de vous les présenter. J'en ai cueilli tout un tas. Je me suis fait un bon gueuleton avec. Plus exactement, je les ai mis dans l'eau et j'ai fait chauffer l'eau jusqu'à obtenir un petit bouillon d'ortie, donc juste avant que ça arrive à ébullition. Ensuite j'ai enlevé l'eau et ça m'a fait un bon bouillon pour commencer mon repas, c'était vraiment délicieux. Et avec le reste des orties, avec toutes leurs graines, parce que je choisis de préférence les orties en graines. Il y en a qui disent qu'il faut prendre les orties avant qu'ils fassent des graines, mais les graines sont pleines de protéines, pleines de vitamines, pleines de bonnes choses. Du coup, n'hésitons pas, mangeons aussi les graines. Donc j'ai mis mes orties à la poêle et je les ai fait revenir avec de l'huile d'olive, puisque petite précision, j'ai quand même pris de l'huile d'olive et du sel pour agrémenter un petit peu mes plats. J'ai pas pris de farine comme le conseil en général ceux qui partent dans la nature pour faire des chapatis et des choses comme ça, ce qui est fort goûteux. Mais je voulais vraiment ne prendre que ce que je ne trouverai pas dans la nature. Et la farine, je pensais pouvoir m'en faire à partir de châtaigne ou à partir de gland. Or, il se trouve que je n'ai trouvé ni châtaigne ni gland en quantité suffisante, puisque j'en ai 5-6 qui se battent en duel, des minuscules. C'est pas ça qui va faire ma base de farine. Mais heureusement, j'ai trouvé moult amarantes et plein de kénopodes blancs qui sont en graines. Et avec ces graines-là, eh bien, on fait des céréales. On les fait cuire comme des céréales dans l'eau bouillante et c'est délicieux. Donc aujourd'hui, je vais encore me faire une plâtrée de graines de kénopodes pour pouvoir remplacer les céréales que je n'ai pas trouvées par ailleurs. Voilà, il faut savoir que dans les céréales qu'on mange, eh bien, le riz, le blé, le sarrasin. Le sarrasin, c'est une graine de plante. Du coup, voilà, ça pousse dans la nature. Le sarrasin, c'est difficile à en trouver quand même ici. Mais alors, on peut se nourrir de graines. Ça fait la même chose que les céréales. Voilà, voilà. Je me suis fait aussi du coup des petites feuilles de kénopode en épinards, très très bon, et une salade alors variée, pissenlit, trèfle, feuilles de fraise, plantain, lancéolé et aquilé. Voilà, c'était mon repas d'hier, ça, je me suis fait un petit gueuleton, j'avais le ventre bien rempli. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, je vais cuisiner le champignon que j'ai trouvé hier, qui est un lactaire délicieux, qui du coup, hop, hop, voilà, je l'ai coupé déjà, ça se présente sous cette forme-là, bien tranché. Il a eu le temps de sécher depuis hier, parce que je l'ai trouvé après mon repas. Et du coup, je vais le faire à la poêle, et je vais me faire un plaisir de le dévorer. Voilà, le lactaire, c'est normal qu'il bleuisse à l'air, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, quoi vous dire d'autre?
Et je voulais revenir un petit peu sur l'idée de s'alimenter une fois par jour, puisque je l'ai dit le premier jour que voilà, je ne mange qu'une fois par jour, et là je continue à ne manger qu'une fois par jour. J'ai dû manger vers 3-4 heures ces jours-ci, puisque j'avais faim un peu plus tôt, et puis surtout je voulais manger au soleil. Et là où je suis, là le soleil commence à peine à se lever. Il est, je dirais, peut-être bientôt 11 heures, 11h30. Et il se couche assez tôt aussi, il doit se coucher vers 5 heures, puisque je suis tout au fond d'une vallée, là où il y a les sources chaudes qui coulent. Et donc je voulais manger au soleil, donc j'ai mangé assez tôt. Mais donc je ne mange qu'une fois par jour, et cela depuis maintenant environ 2 mois. Et je rencontre tout le temps des gens qui me disent mais c'est pas possible, tu peux pas manger qu'une fois par jour, en tout cas moi j'y arriverai pas, c'est pas suffisant, tu dois avoir faim toute la journée. Alors il se trouve que je n'ai ni faim toute la journée, d'ailleurs plein d'autres personnes le font, peuvent témoigner sur internet. Et je peux faire des activités physiques même assez intenses sans avoir de problématiques particulières. Le, le principal, c'est deux choses. C'est l'habitude. Habituer son corps, c'est le principe de l'hormèse. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et puis, habituer son corps donc à moins d'apports énergétiques quotidiens, voire pluri-quotidiens. Et puis la deuxième chose, c'est la croyance qui joue énormément. J'aimerais bien aussi revenir un peu sur ce point dans la vidéo tout à l'heure. La croyance que je ne peux pas ne pas manger, et que si je ne mange pas, eh bien je n'ai plus de force. Cette croyance, elle, évidemment qu'elle contribue à me mettre dans un état de stress corporel, puisque le corps obéit beaucoup à mon mental, et donc elle contribue effectivement à me couper de la possibilité de faire cette expérience. Du coup, si je fais cette expérience en me disant que je vais manquer, c'est évident que je vais manquer. Si je fais cette expérience en me disant que ça va aller, que j'ai confiance, évidemment que ça va aller. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que pour vous donner mon état mental actuel, j'oscille, ça dépend des jours et des heures. Ma problématique à moi, c'est la peur de trop maigrir pour être cadavérique aux yeux de mon entourage, parce que je suis déjà pas bien gros. Et du coup, j'ai souvent ces craintes qui remontent. Est-ce que tu vas pas quand même perdre trop de kilos là en mangeant que des plantes? Voilà, je suis un être humain normal et je me dis que quoi qu'il en soit, si jamais je perds du poids, eh bien je le reprendrai assez rapidement. Et puis je connais des personnes qui ne perdent pas de poids bien qu'ils ne mangent pas. Mais on pourra en parler aussi bientôt. Du coup, voilà, tout est croyance au final. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mode d'alimentation, une fois par jour, le soir, pas le matin, parce que le matin, eh bien, on a toutes les activités à faire, et la digestion se ferait assez mal si jamais on mangeait le matin. Donc une fois par jour le soir, c'est ce qui, moi, me correspond le mieux, ce qui respecte le mieux l'équilibre de mon corps. C'est ça que j'appelle la survie douce aussi, ou l'alimentation douce, par exemple, pour d'alimentation, c'est de se faire du bien et de ne pas se faire violence. Il y en a sur internet qui appellent le régime une fois par jour Warrior Diet, la diète du guerrier. J'ai pas envie d'être un guerrier. Je sais bien que c'est un mode d'alimentation qui revient au paléolithique, qui était certainement favorisé aussi par les soldats ou par les guerriers dans l'Antiquité pour pouvoir être plus dur à l'épreuve, parce que quand on a faim, tout le monde sait qu'on est quand même un peu plus péchu que quand on a bien mangé, et qu'on a plus d'énergie à mettre pour pouvoir originellement chasser ou aller cueillir. Donc je comprends bien qu'on puisse appeler ça Warrior Diet et que c'est un mode d'alimentation qui convienne très bien à ceux qui veulent être, comment on va dire, plein d'énergie et au taquet toute la journée. Bon, moi je le prends plutôt comme un mode d'alimentation souple, serein, calme, dans lequel je me sens léger, fluide et en harmonie avec moi-même.
Voilà, c'est ça que j'appelle l'alimentation douce ou la survie douce. Autrement dit, écouter son corps. Alors le problème, c'est que le corps, on n'a plus vraiment l'habitude de l'écouter puisque on, on mange tellement fréquemment et en gros volume et des choses qui en plus de ça sont extrêmement grasses, sucrées, salées, transformées avec plein d'additifs pour les rendre encore plus appétantes. Donc on écoute tellement plus son corps qu'on n'a pas vraiment l'habitude de remettre en place, de mettre en place un cycle qui soit un cycle naturel et qui soit un cycle, puisque c'est comme ça depuis des millions d'années. L'homme est apparu sur Terre, ou en tout cas est devenu ce qu'il est, au dire des paléontologues, il y a déjà 2-3 millions d'années. Ça remonte un peu à chaque fois. On est sédentaire que depuis, je dirais, 5, 10 000, 15 000 ans. Donc la période pendant laquelle on a été nomade dans la nature, chasseur-cueilleur, ou plutôt dirais-je cueilleur-chasseur, puisque 80% de cueillette d'après les paléontologues et 20% de chasse, cette période elle est énorme. Et nos gènes sont habitués à être en manque et à puiser dans leurs réserves quotidiennement avant de trouver à nouveau de la nourriture et de pouvoir manger. Donc ça c'est l'équilibre, on va dire, naturel du corps. Sans vouloir revenir à la préhistoire, il faut bien prendre en compte quand même ce qui existe depuis déjà des millions d'années, ce qui est gravé dans toutes nos cellules et ce qui correspond à notre équilibre naturel. Voilà, voilà. Du coup, je disais que l'alimentation bi ou tri quotidienne, elle ne se fait plus vraiment dans ce respect puisque eh bien, on n'a même pas le temps de digérer quand on recommence à manger. Et donc on accumule, on stocke, on accumule, on stocke dans le foie, dans la couche adipeuse. Et le résultat c'est que, eh bien, premièrement on risque d'être en embonpoint, ce qui n'est pas encore si grave. Mais deuxièmement on bousille son foie, on bousille aussi ses reins, on bousille tout un tas d'organes intérieurs en se suralimentant. C'est pour ça que quand les gens me disent mais tu ne manges que le soir, tu devrais manger que le matin si tu mangeais, parce que c'est quand même, je veux dire, toute la journée tu vas faire des efforts, tu vas brûler les choses que tu as mangées, alors que le soir, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu accumules, tu fais des réserves. C'est exactement le but, faire des réserves, accumuler. Puisque le lendemain je ne vais pas manger jusqu'au soir, il me faut bien des réserves, il faut bien que j'accumule pour pouvoir avoir l'énergie toute la journée. Et la nuit est le meilleur moment pour pouvoir faire ces réserves, puisque c'est le moment où l'hormone de croissance est délivrée avec le plus de facilité. C'est le moment où on est au repos, où on peut digérer, où on resynthétise aussi différentes choses. Et donc, manger que le soir pour pouvoir stocker, c'est mon but. Par contre, ceux qui recommencent à manger dès le lendemain matin, manger le soir, effectivement, ça va les amener à stocker pendant la nuit. Ils ne vont pas se servir de ce stock le lendemain puisqu'ils vont de nouveau remanger. Ils vont puiser déjà de l'énergie pour pouvoir digérer et puis ils vont brûler directement les glucides qu'ils auront mangés. Et le résultat, c'est qu'ils vont stocker le reste. Donc si vous mangez 2 à 3 fois par jour, effectivement, il faut manger léger le soir. Si vous mangez une fois par jour, n'hésitez pas à vous faire un gueuleton le soir, ça ne pose aucun problème. On sait maintenant que les cellules du corps, et en particulier les cellules neuronales, celles du cerveau, préfèrent très largement puiser dans des réserves néoglucogéniques, c'est-à-dire des réserves de seconde source au bout de quelques heures de jeûne, hein, de 6 à 12 heures. Elles préfèrent puiser dans ces réserves d'énergie, donc qu'elles fabriquent elles-mêmes à partir des stocks qu'elles ont. Elles préfèrent stocker là-dedans plutôt que de s'alimenter du glucose que l'on fournit très régulièrement à notre corps et au cerveau avec tous les produits sucrés que l'on mange toute la journée. Le cerveau fonctionne mieux à jeun, ou plutôt à jeun depuis quelque temps, depuis on va dire 6 heures minimum. Mais c'est valable aussi pour les jeûnes un peu plus longs, où ensuite, au bout de 3-4 jours, après avoir puisé dans les réserves en glucogène, qui sont notamment dans le foie, on va aller chercher dans les corps cétoniques, qui sont partout dans le corps, qui sont des petites cellules toxiques, des petits déchets toxiques qui ont été un petit peu recouverts de graisse en général, pour pouvoir être stockés dans un endroit où ils ne feraient pas de mal au corps. Et quand le corps a utilisé toutes ses réserves au bout de 3-4 jours, il va les puiser dans ces déchets toxiques en priorité, de préférence,
il adore ces petits déchets et il va s'alimenter avec ça. Et ce qui fait qu'il va marcher beaucoup mieux, la réflexion et la capacité physique. Voilà. Tout ça pour dire que c'est un peu ce que Thierry Casasnovas appelle l'hormèse. L'hormèse, à la base, en physiologie, c'est le phénomène de feedback, on va dire, qui vient du fait que l'organisme, une fois qu'il a encaissé un stress, qu'il pouvait encaisser, qui est donc un stress pas trop important, eh bien, il va être plus performant après avoir encaissé ce stress qu'avant. On connaît déjà ça dans les trainings où on impose un stress progressif au corps et ensuite on le laisse se reposer pour qu'il récupère plus que la capacité qu'il avait avant. Mais ça vaut aussi pour les périodes de disette dans lesquelles le corps est mis en stress. Et puis ensuite, quand il va de nouveau se réalimenter, eh bien, il va récupérer une capacité de fonctionnement un peu plus grande qu'avant. Il pourra recommencer à faire un jeûne un peu plus long éventuellement. Donc ça, c'est le phénomène d'hormèse. Euh, Thierry Casasnovas dit que quand on met le corps en stress, il devient plus performant et donc il envisage le jeûne aussi comme le fait de mettre le corps dans un état de stress. Je suis à moitié d'accord avec ça puisque pour moi le jeûne c'est avant tout le fait de retrouver une autorégulation du corps qui n'est pas un stress puisque c'est une pause, lui aussi d'ailleurs est d'accord sur ce point, une pause dans le fonctionnement normal, entre guillemets, du corps, plutôt fonctionnement un peu pathologique si on mange toute la journée. Et ça permet au corps de s'autoréguler et de retrouver son équilibre naturel. Donc je préfère l'idée d'équilibre plutôt que l'idée de performance, de développement, de progrès, d'épanouissement. J'aime toutes ces notions, mais le principal pour moi, c'est quand même de retrouver son équilibre. Il est différent pour chacun, il est différent à chaque période de sa vie, et du coup, l'équilibre est forcément instable. Par exemple, quand je mange 3 fois par jour, je suis dans un état d'équilibre, certes un état d'équilibre très instable, puisque je, je nuis régulièrement à mon corps, mais mon corps doit bien s'y faire, donc c'est là qu'il subit un stress et qu'il peut développer aussi des ressources d'hormèse pour pouvoir résister à ce stress quotidien. Si jamais je mange un peu plus équilibré, je dirais, et que je mange 2 à 1 fois par jour, j'essaie de recommencer à manger 3 fois par jour. C'est très difficile. Le corps n'est plus habitué. Et du coup, il va mal réagir. C'est comme pour le gluten. Quand j'arrête de manger du gluten, moi j'ai mangé du gluten toute ma vie, j'en mange encore. Et maintenant, avec ma compagne, on essaye de faire un régime où on diminue largement le gluten. Quand on en remange en quantité, on a mal au ventre, c'est évident, puisque le corps n'est plus habitué à une telle dose de stress alimentaire qui lui est fait. Donc je dirais que l'équilibre, c'est justement retrouver un fonctionnement optimal, plutôt que de mettre son organisme en stress, c'est éviter toutes les sources de stress qui certes nous ont amenés à être des machines de guerre pour résister à ce qu'on fait subir à son corps, mais avec quelles conséquences? Quelqu'un qui est dépendant à la cigarette, qui fume sa ration quotidienne de tabac, 10, 20 clopes par jour, il est dans un équilibre. D'ailleurs, si jamais il ne fume pas ses 20 cigarettes par jour, il est en manque, puisque cet équilibre est un équilibre de dépendance, un équilibre profondément instable. Et son corps s'est à la fois habitué à résister à cette dose massive de toxiques qu'il s'inflige, et en même temps, son équilibre fait que si jamais il n'a pas cette dose-là, eh bien il se sent mal. Donc il se sent mal quand il pourrait faire en sorte de se sentir mieux. C'est pareil pour la nourriture. Quelqu'un qui arrête de manger, qui mange 3 fois par jour, et qui arrête de manger un repas, il est évident qu'il peut se sentir mal pendant un temps, puisqu'il est en manque. Il est en manque de cette nourriture qu'il a donnée à son corps trop régulièrement, et du coup, il y a un stress. Mais ce qu'il oublie, c'est que le stress, c'est avant tout ce qu'il fait encaisser à son corps quotidiennement en lui donnant trop à manger, en lui donnant à manger trop souvent. Et du coup, eh bien, le paradoxe est là. Il croit être en état de stress quand il ne mange pas, alors qu'il est déjà en état de stress quand il mange, mais que son corps s'est habitué, loi de l'Hormèse, à ce stress-là.
pour pouvoir tenir debout, parce qu'il faut bien qu'on continue à vivre malgré ce qu'on inflige à son corps. Voilà, je ne sais pas si cette métaphore vous parle, moi en tout cas elle me parle beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir manger moins, c'est comme pour pouvoir fumer moins, il faudrait déjà arriver à comprendre les raisons pour lesquelles on mange autant. Et une des raisons principales, elle est très très simple, hein, j'en parlais hier avec les formidables vidéos d'Aline Arwell. Une des raisons principales, c'est l'émotion. Si je mange, la plupart du temps, c'est pour combler une émotion ou une croyance. Quand on lit un petit peu Abraham Maslow, le père de la psychologie transpersonnelle, avec sa fameuse pyramide que tous les économistes connaissent, puisqu'ils s'en servent comme d'une base pour développer une entreprise en oubliant que le haut de la pyramide de Maslow, ils connaissent souvent bien le bas de la pyramide, les besoins primaires et secondaires. Le haut de la pyramide, c'est les besoins spirituels. Bref, dans la pyramide de Maslow, le sous-entendu, c'est que tant qu'on n'a pas comblé ses besoins primaires, donc les besoins vitaux, on va dire, manger, boire, on n'est pas trop accessible à des besoins secondaires. On n'en a un peu rien à faire, c'est pas notre priorité. Il faut déjà combler les besoins vitaux. Et puis quand on les a relativement satisfaits, quand on est dans un mode de vie, on va dire sédentaire, normal, eh bien on va se préoccuper de besoins qui n'intéresseraient pas ceux qui n'arrivent déjà même pas à survivre, des besoins secondaires, le confort, la simplicité, un besoin de relation, etc., etc. Et puis ces besoins secondaires, quand on les aura satisfaits et comblés, eh bien on sera en recherche de besoins tertiaires et ainsi de suite en allant de la matière jusqu'à la spiritualité. Les besoins les plus élevés étant les besoins spirituels, une connexion avec le tout, etc., etc. Ça, c'est la pyramide de Maslow, avec laquelle je suis en accord aussi, j'aime bien cette idée-là, mais je pense que l'inverse est vrai aussi. Je pars du principe que un besoin spirituel qui n'a pas été satisfait, qui n'est pas satisfait, parce que mon postulat, il faut quand même que je le dise, c'est qu'à la base, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des âmes, si vous voulez, des énergies, comme vous l'entendez. Si notre besoin spirituel de connexion avec le tout, avec la nature, avec les autres, de connexion avec soi, le soi dont parle Jung, et dans l'ensemble des possibilités qu'on a, le grand soi avec un grand S, si ce besoin n'est pas comblé, eh bien on va essayer de le combler en allant chercher dans des strates un peu plus incarnantes, matérialisantes, et la strate qui vient juste après le besoin spirituel, c'est la strate de l'émotionnel. Et du coup, on va chercher à combler un manque spirituel en allant chercher des émotions. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec tous ces gens qui sont en recherche d'émotions fortes, d'émotions puissantes, d'émotions excitantes, de risques. J'en ai fait partie pendant longtemps, hein, je crois encore aujourd'hui, bien que je ne suis plus en recherche de stress émotionnel comme avant. Donc l'émotion étant là pour combler un vide spirituel, un besoin spirituel non comblé. Mais cette émotion, quand elle arrive, si j'arrive pas à la vivre pleinement, à l'assumer pleinement, à l'accepter telle qu'elle est et à la traverser en l'intégrant dans ma vie de tous les jours, eh bien elle va chercher à se résoudre, à se satisfaire dans un domaine encore plus matériel, le domaine de la nourriture. Ma nourriture en tant qu'être humain, elle est donc de trois sortes. La nourriture charnelle, corporelle, matérielle, la bouffe. Nourriture émotionnelle, sentimentale, les affections, les sentiments, les passions. Nourriture spirituelle, besoin de connexion, besoin de recentrage, besoin de sérénité, méditation, etc., etc. Et du coup, quand une émotion n'est pas vécue sur le plan émotionnel, alors elle sera vécue sur le plan matériel. Et beaucoup de personnes mangent pour faire passer des émotions, ou plutôt pour éviter de les affronter, pour ne pas les traverser. Donc je subis une émotion, je mange. Je m'en suis rendu compte sur moi cet été quand j'ai fini ma période de jeûne et que j'ai recommencé donc à manger une fois par jour. Et du coup, j'étais venu passer déjà quelques jours avec ma compagne ici, à Prats-Balaguer, au niveau des sources chaudes.
Et je me suis rendu compte que quand tout allait bien entre nous, quand relationnellement c'était génial, nous n'avions pas besoin de manger. Et d'où nous avons passé un jour sans manger, avant de nouveau se faire plaisir à manger. Car manger est un plaisir aussi, mais il ne faut pas que ce soit pour combler un manque. Et puis quand notre relation était un peu plus tendue, quand les problèmes interrelationnels, interpersonnels entachaient un petit peu le tableau, alors là tout de suite la faim se déclenchait chez moi. Et j'avais une grande faim, un grand besoin de manger. Et je me suis goinfré 2-3 fois, juste pour pouvoir essayer de combler un problème émotionnel. Donc si on se dit, si déjà on essaye de regarder quelles sont les raisons pour lesquelles on mange, quand on mange, habitude, rythme, relations sociales, émotions à combler, croyances à satisfaire, on se rendra compte que la plupart des fois où on mange, c'est pas vraiment par plaisir de manger. Moi, je me rappelle un ancien colloque qui me disait mais t'es fou de jeûner, moi j'y arriverai pas, j'aime beaucoup trop manger, mais j'adore manger moi aussi, j'aime manger profondément, et c'est pour ça que je jeûne, en tout cas de manière intermittente. C'est pour ça que je ne mange qu'une fois par jour, c'est que le plaisir de manger est incroyable, bien plus intense que quand on mange sans faim. Et puis, je ne mange pas dès que j'ai une émotion à faire passer. Voilà. Ça, c'était un point sur lequel je voulais revenir, qui me paraît extrêmement important. Le point suivant, je vais essayer de ne pas rallonger trop quand même cette vidéo, mais je m'étais dit que j'allais vous confier 2-3 choses. Le point suivant, c'est le point des croyances, puisque une émotion est souvent occasionnée par une croyance. Tout comme un besoin alimentaire est occasionné par une émotion elle-même est occasionnée donc à un niveau un peu plus élevé par une croyance que je n'ai pas réussi encore à affronter, assumer, accepter, résilier, si vous voulez, intégrer, tout ce que vous voulez. Exemple de croyance. J'ai besoin de manger pour vivre. Ben, vous allez me dire, oui, évidemment, c'est pas une croyance, c'est un fait. Je m'amuse beaucoup en général avec mes élèves quand on parle des croyances, à leur dire voilà, exemple de croyance, j'ai besoin de manger pour vivre. Si j'arrête de manger, je meurs. Au bout de quelques temps, hein, un être humain normalement fait et de sexe masculin pourrait, d'après la physiologie, tenir 40 jours sans manger. Une femme 80 jours, c'est ce que nous dit la physiologie. Elle a à la fois peut-être des réserves plus importantes et un fonctionnement métabolique un peu différent. Ça, j'appelle ça des croyances, non pas parce qu'elles soient improuvées scientifiquement, mais la science évolue assez régulièrement. Et puis, on a aussi quand même tout un tas de témoignages et de personnes qui peuvent nous amener à penser autre chose, même si actuellement c'est encore vrai pour la plus grande partie des gens qu'il faut manger pour vivre. Je pars du principe moi-même, et je ne suis pas le seul, que tant qu'on est dans cette croyance qu'il faut manger pour vivre, alors il faut manger pour vivre, autrement on va avoir des gros problèmes. La croyance s'autoréalise tout le temps dans la vie de quelqu'un, que ce soit une croyance négative ou une croyance positive. C'est plus difficile pour les croyances positives parce qu'il est plus facile de douter de soi sans le savoir que d'être dans un cynisme absolu et donc d'avoir une croyance négative qui s'auto-vérifie en permanence. C'est l'effet Cassandre en psychologie, prophétie autoréalisatrice. Un exemple, c'est très simple. Si je crois qu'il ne va pas y avoir assez de monde à la manif pour que ce soit intéressant d'y aller, je ne vais pas à la manif. Et du coup, il est évident que je vais vérifier ensuite qu'il n'y avait pas assez de monde à la manif et que j'avais bien fait de ne pas y aller. Pour la première raison, que la plupart des gens pensant comme ça, eh bien la manif, effectivement, il n'y a eu personne, donc j'ai bien eu raison de ne pas y aller. Hein. Pour la deuxième raison, que quand j'ai développé cette croyance en moi, eh bien une croyance, c'est l'énergie, et j'ai instauré un état du monde, à mon niveau en tout cas, qui est un état énergétique, qui ne pouvait m'amener qu'à vérifier cette croyance-là. C'est pareil si je pense que je vais rater une épreuve, il y a beaucoup plus de chances que je vérifie ma croyance, ou si je pense que les relations amoureuses, de toute manière, c'est pas fait pour moi, je suis voué à échouer, alors je vais vérifier ma croyance. Une croyance se vérifie tout le temps, et j'aime beaucoup les vidéos de Frank Lobvet sur internet à propos de, par exemple, celle sur l'acceptation de soi.
qui est vraiment très bien faite, je trouve, et qui dit exactement ça, qui dit que vos croyances se réaliseront quelles qu'elles soient. Donc si vous changez de croyance, peut-être que vous changerez aussi le cours de votre vie. De mon côté, quand j'ai commencé à jeûner, je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais cette croyance que j'allais maigrir et que j'allais manquer. Et juste avant le jeûne. Et du coup, résultat, et je me goinfrais. Je me suis goinfré pendant une semaine avant de jeûner par anticipation pour pouvoir prendre des réserves. Et quand j'en suis rendu compte, je me suis dit, mais merde, tu vas jeûner et tu te goinfres pour pouvoir justement ne pas perdre. En fait, tu vas s'aborder le bénéfice du jeûne. Ça, c'est le visionnage de la vidéo d'Aline Arwal qui m'a beaucoup aidé à commencer mon jeûne de 15 jours cet été de manière beaucoup plus sereine. En me disant, non pas je vais manquer, mais en me disant, je vais me nourrir différemment. Puisque la nourriture n'est pas que physique, mais qu'elle peut être émotionnelle et qu'elle est aussi spirituelle. Imaginons que l'on arrive à se nourrir sans forcément passer par la nourriture. Imaginons qu'on trouve de la nourriture non charnelle, émotionnelle ou autre, spirituelle, ce que certains peuvent appeler le prana, ce fameux souffle qui est en fait partout autour de nous, qui n'a pas grand-chose à voir avec la respiration, comme certains s'appellent respirationnistes, mais c'est une métaphore. Le prana, c'est l'énergie qui est partout autour de nous et dont on pourrait peut-être, je ne dis pas que j'en suis certain, c'est une croyance que je trouve très belle en tout cas, peut-être qu'on pourrait se nourrir de ça. En avons-nous besoin? Je ne sais pas. Est-ce pour nous? Je ne sais pas. Quel est l'état dans lequel nous sommes actuellement? Est-ce que ça correspond à notre état? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si je change de croyance, alors je change mon état du monde à moi. Et mon monde, avant tout, c'est mon corps. Et ensuite mon entourage, mon environnement. Donc mon corps obéit beaucoup à mes croyances. Et si je change ma croyance, alors sans aller jusqu'à penser que je peux vivre sans manger, faisant les choses progressivement, en pensant que je peux tout à fait vivre correctement en ne mangeant qu'une fois par jour, ou en m'alimentant de végétaux trouvés dans la nature, si je change de croyance, je change totalement ma manière de vivre l'expérience. Une expérience est une croyance auto-vérifiée. C'est clair. Hier, je croisais une fille dans la nature, justement, qui me disait est-ce que ça va, etc., etc. Je dis oui, ça va très bien, je me nourris des plantes que je trouve dans la nature. Et là, elle a tiré une tronche en disant mais euh, vous n'avez pas faim? En tout cas, bon, si vraiment jamais vous ne trouvez pas de nourriture, nous on en a, hein. Vous venez nous voir, hein, n'hésitez pas, hein. Je dis non mais ça va, je trouve tout ce que je veux dans la nature, il y a des plantes, tout ça. Et non mais d'accord, mais au cas où, vous savez que nous on a la nourriture, hein. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, ça c'est la croyance qui pour l'instant est assez généralisée, mais tout peut changer en quelques temps au niveau individuel, voire au niveau collectif. Voilà, je tenais beaucoup à revenir sur cette idée de croyance. Pour finir, ça m'amène à l'idée qui est liée à la croyance, l'idée de confiance. Ce que l'on apprend dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est qu'il existe 2 types de croyances. Les croyances négatives, les croyances positives, les croyances paralysantes et les croyances, comment pourrions-nous les appeler? Moi je dirais libératrices, puisqu'elles me permettent de faire un pas de plus dans l'élargissement du champ de ma liberté. Ce dont je parlais abondamment dans l'ouvrage que j'avais publié, L'expérience de la liberté intérieure, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le signaler, la dernière vidéo est gratuit sur internet, euh, puisqu'il est en ligne, et l'édition papier, forcément, elle est payante, elle a un coût, puisqu'il faut bien payer l'imprimeur. Elle est chez Lulu Press, et sur internet, vous la trouverez soit en allant sur la page Facebook qui s'appelle L'expérience de la liberté intérieure, soit sur des sites comme l'INDS France ou l'ADA, ADDA, le site des dialogues avec l'ange, sur lequel j'avais aussi mis un petit truc parce que j'aime beaucoup cette association. Bref, il existe des croyances négatives et des croyances positives, des croyances paralysantes. Donc ça c'est moi ce que j'appelle le cynisme, prophétie autoréalisatrice négative, et je ne ferai que vérifier l'état mental dans lequel je suis, c'est génial.
c'est une sécurité absolue, le cynisme. Ce qu'on peut appeler une assurance contre la vie. Comme dirait Sartre, l'histoire de ma vie est un échec et j'en suis bien content. Je vais un peu fort, mais quand même, il y a un peu de ça. Et l'autre croyance, qui est plutôt donc libératrice, positive, elle est beaucoup plus difficile à obtenir peut-être spontanément, puisque le cynisme est très sécurisant, mais la foi, c'est comme ça que j'appelle cette croyance-là. Hop, je change de main. La foi, pour moi, c'est la croyance qu'il est possible de faire ce en quoi je ne peux pas encore croire. C'est cette idée-là que malgré les doutes que je peux avoir, et c'est normal d'avoir des doutes, celui qui n'a plus de doute n'a plus la foi, à mon avis. Il est tombé plutôt dans une espèce d'intégrisme léger ou lourd. En tout cas, malgré les doutes que j'ai la foi qu'il est possible de changer les choses. Et cette foi, eh bien, c'est pour moi un des moteurs les plus puissants pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'améliorer. Un exemple parmi d'autres, si par exemple j'ai la foi qu'il est possible de changer notre rapport à l'alimentation et notamment par rapport aux animaux qu'on massacre encore par milliers en mangeant de la viande, si j'ai la foi qu'en changeant mon alimentation, je contribue à changer l'état du monde, malgré le fait que les gens ne me suivent pas, rien à faire, je raisonne déjà d'après moi, eh bien si j'ai cette foi-là, j'impacte le monde. Un, parce que je me permets une action et que je ne suis pas rivé au regard des autres pour pouvoir agir et me dire mais les autres ne font pas pareil donc ça ne sert à rien, cynisme. Donc j'établis une action forte et en plus de ça une énergie que j'amène dans le monde et qui va certainement contaminer entre guillemets plein d'autres personnes sans leur faire violence en disant ah tu manges du cadavre, espèce de sale viandard. Non, c'est pas la peine. D'ailleurs j'ai aussi fait ça pour m'amuser et je le fais encore régulièrement avec mes amis, c'est très marrant. Mais je le fais sur le ton de l'humour et pour les provoquer. Je contribue donc à créer un état du monde qui est celui en lequel j'ai foi. Voilà. L'autre image de la foi, c'est bien celle qui est puisée de la religion chrétienne. Je ne suis pas particulièrement chrétien, mais j'aime bien des fois les métaphores que je trouve dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, on trouve ce passage où le peuple hébreu est dans le désert. Il a fui les Égyptiens et il a ni à boire ni à manger. Et il est en train de perdre la foi, c'est-à-dire cette confiance en la vie, en Dieu, peut-être aussi dans l'Ancien Testament. Moi j'appelle ça la vie. Cette confiance qu'il va pouvoir se sortir et qu'il va traverser le désert sans crever. Et du coup, Dieu, qui est quand même bien sympa des fois dans l'Ancien Testament, il décide de lui donner chaque jour une nourriture qui tombe du ciel et qui est fort goûteuse, qui s'appelle la manne, et qu'il va falloir manger dans la journée parce qu'elle ne va pas tenir plus de la journée, elle va pourrir dès le soir. Du coup, s'il y en a qui font des réserves, c'est mort, ça ne servira à rien, ça va pourrir. Je trouve ça génial comme idée parce qu'on est dans une tentative dans notre vie de thésaurisation, d'économie, de conservation le plus possible, même avec la nourriture. Voyons nos frigos et nos congélateurs, nos boîtes de conserve, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément confiance dans le lendemain et qu'on ne sait pas de quoi va être fait le lendemain. Ça, c'est pas vraiment la foi. Dans le désert, quand le peuple est hébreu est voué à faire confiance en Dieu, ou autrement dit en la vie, pour pouvoir, un, trouver sa nourriture tous les jours, et deux, ne pas chercher à la conserver dans l'espoir d'en avoir encore le lendemain, alors qu'elle est abondante, cette nourriture. Là, il est exactement dans une position dans laquelle il faut bien que ce peuple ait la foi. Certains ont dit c'est de la soumission, mais entre la soumission et la foi, il y a quand même un grand pas. C'est de la soumission si on considère Dieu comme un être personnel, qui s'amuse bien avec ce petit peuple hébreu et qui essaye de le dominer, d'en faire son esclave. Théorie athée traditionnelle, c'est de la foi véritable et de la confiance. Si jamais on considère que c'est finalement la vie en laquelle il faut faire confiance et que la vie n'est pas personnelle,
elle ne donne jamais que ce qu'on lui donne nous, elle ne nous renvoie que le fruit de nos croyances. Et vu qu'on instaure dans la vie l'état mental dans lequel on est, si on a la foi, on va effectivement ne pas manquer. On va effectivement être dans cette abondance et on va trouver tous les jours la manne. Si par contre on est dans l'inconfiance, dans la recherche d'assurance, puisque l'assurance est l'exact opposé de la confiance. L'assurance, c'est il faut que je m'assure au cas où. Et la confiance, c'est pas besoin de s'assurer, puisque de toute manière, la vie me donnera exactement ce qu'il me faut. Un accident, eh bien, c'est ce qu'il me faut. Pas besoin de m'assurer contre un accident. Euh, et un divorce, la perte d'un boulot, c'est ce qu'il me faut. C'est exactement l'expérience que je dois vivre. Donc assumons-la pleinement et ne cherchons pas à nous assurer contre la vie. Assurance, tout risque. Contre tous les risques de la vie. Waouh, quelle belle perspective. Donc cette métaphore de la manne, pour moi, c'est exactement ça, la confiance. C'est ça que je suis venu chercher dans cette petite semaine dans la nature. C'est-à-dire, eh bien, je ne me nourrirai que de ce que je trouverai. Et je dois vous avouer que j'ai un peu triché, puisque j'ai conservé d'un jour sur l'autre quelques plantes que j'ai pas pu manger, parce que j'en ai quand même ramassé trop. Et oui, ces croyances paralysantes nous suivent assez profondément. J'ai ramassé trop de plantes le premier jour, j'étais aussi dans un enthousiasme face à la manne. Waouh, dis donc, il y a vraiment trop de choses, allez, je vais en prendre. Puis j'ai pas pu tout manger hier par exemple, donc j'en ai encore aujourd'hui. Heureusement, elle n'a pas pourri, mais quand même, ça me donne une leçon pour aujourd'hui et demain. C'est que c'est pas la peine de ramasser trop de choses, je les trouverai encore demain. Puis si je les trouve pas, je resterai un jour sans manger, c'est pas grave. Et puis si je suis dans la confiance que je vais trouver quelque chose, je vais trouver quelque chose. Ça, je l'applique aussi dans ma vie de tous les jours, puisque j'ai choisi le plus possible de ne m'alimenter que de ce que je trouve et non pas de ce que j'achète en mode récup. Dans ma vie de tous les jours, ça m'aide bien aussi à faire cette aventure. Et la récup, ça peut être la récup des marchés, la récup des magasins, la récup des potes qui veulent plus de ci ou de ça. Et du coup, ben, dans la coloc dans laquelle je suis actuellement, mes colocs commencent à faire la même chose que moi. Et allez, trois quarts de notre alimentation, maintenant, c'est de l'alimentation récupérée. C'est-à-dire de la manne. Euh, ce que d'autres ne veulent plus, pour nous, c'est un cadeau. Et du coup, ça a aussi ce bénéfice que j'adore ça. Quand je pars en récup, je ne sais pas ce que je vais trouver. Je ne sais pas ce qui va me permettre de m'alimenter demain. Je ne vais pas dans un magasin en me disant c'est ça que je veux. Je veux ça avec ma petite liste. Non, j'y vais en me disant tiens, voilà, peut-être que je trouverai ça. Alors maintenant, j'ai des gens autour de moi, ça m'a fait beaucoup rire ces derniers temps, qui me disent, ma compagne par exemple, me dit récemment, dis donc, est-ce que tu pourrais pas trouver du fromage de chèvre et du lait de chèvre? Ce serait vraiment super, parce que j'en ai pas en ce moment. Du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, allez, je dépose une intention, fromage de chèvre et lait de chèvre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le soir même, à la récup, fromage de chèvre et lait de chèvre. Il n'y avait quasiment rien d'autre. Alors c'était assez marrant, je me suis dit, tiens, c'est une petite anecdote marrante. Le lendemain, j'ai un collègue qui tombe en panne de jus de fruits, jus de pomme, parce que c'est sa spécialité, il adore le jus de pomme. Et il me dit, oulala, sans jus de pomme, ça va être difficile. Je dis, bah attends, peut-être que là, je vais trouver du jus de pomme à la récup. Qu'est-ce qui se passe? Deux briques de 1 litre de jus de pomme et quasiment rien d'autre. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, Presque bientôt, on va pouvoir faire nos courses. Ça marche pas quand moi je le veux, parce que déjà, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. J'ai pas envie d'aller en me disant, voilà, ce qu'il faut que je trouve. Mais je pense que ça marche quand je dépose une intention déjà pour autrui. Et ensuite de ça, quand je dépose une intention sans attente. Sans avoir intention, attente, c'est pas pareil quand même. Sans avoir l'idée qu'il faut absolument que je trouve ça. Mais l'idée que voilà, peut-être que la vie va me faire une surprise. Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc là c'est pareil, je dépose des intentions et je me dis tiens, si je trouvais un champignon, si je trouvais, je sais pas moi, bah là quand je suis arrivé je me suis dit tiens, si je trouvais de l'aquilée, du plantain, bon c'est pas difficile, il y en a partout, hein. Mais quand même j'en ai trouvé au bout de 5 minutes, je marchais dessus quasiment tellement il y en avait là où je suis. Donc c'est assez marrant.
Voilà, ça c'est ce que j'appelle la confiance et c'est ce que j'appelle la foi. C'est une modalité de la croyance, la foi, mais c'est une modalité qui est bien différente de cet ensemble de croyances paralysantes dans lesquelles on est quotidiennement par rapport à nous, par rapport aux autres. Qu'est-ce que le monde est pourri? Qu'est-ce que les gens sont méchants? Qu'est-ce qu'ils se font la guerre? Bien sûr, si on croit dans ce genre d'événements, c'est évident qu'on contribue par nos propres croyances à instaurer ça. Quand on regarde en dehors de soi, dit Frank Lovett, ce que l'on voit, c'est le schéma de ce que l'on est. Ça fait mal. Ça fait super mal de penser ça. Parce que ce que je vois autour de moi, c'est aussi une partie de moi. Il faut peut-être que j'accepte et que je réintègre en moi pour pouvoir arrêter de projeter à l'extérieur ce qui est déjà en moi. Voilà. Je crois que c'est là-dessus que je vais finir. En résumant l'idée principale, la petite aventure que je suis en train de mettre en place là, qui me passionne beaucoup, eh bien c'est une aventure de confiance. Voilà. La grosse différence entre le jeûne que j'ai pu faire cet été, où j'étais en autonomie corporelle maximale, en autorégulation, ce qui peut amener à un sentiment d'orgueil, puisque je crois être à même de tout gérer, alors que c'est mon corps qui gère. C'est pas, moi, je- au niveau du mental, je fais pas grand chose d'autre que, si quand même, croire que c'est possible de laisser mon corps gérer. C'est pas mal déjà. Mais voilà, mon corps gère tout, et du coup, eh bien, je suis seul face à moi-même, et c'est magnifique. Mais là, avec cette expérience-là, je suis dans une relation avec la nature, avec la vie, une connexion qui nécessite peut-être encore plus de croire que c'est possible, de faire confiance en la capacité de la nature à me donner tout ce dont j'ai besoin, et elle me donnera forcément ce dont j'ai besoin. Et si ce dont j'ai besoin, c'est de faire l'expérience de la faim et de faire l'expérience du doute, alors que je suis en train de chercher à être dans la foi, alors c'est ça dont j'hériterai, et je trouverai plus rien à manger, et je commencerai à douter, et je me remettrai en question. Si c'est ça dont j'ai besoin, tant mieux. Allons-y. Espérons non pas que ça nous arrive, mais que la vie me donne ce dont j'ai besoin. Et je pense que j'ai pas besoin de beaucoup d'espoir pour que ça arrive, parce que c'est, à mon avis, exactement ça qui se passe. Voilà. Sur ces paroles, je vous dis à très bientôt pour voir comment se poursuit l'aventure. Et je vais aller profiter du soleil qui commence à pointer son nez de partout. Bonne journée.